Super. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Vonique, moi je vais parler de micro front-end. J'ai mis trucs et astuces de synchronisation. On va focaliser un petit peu vers la deuxième partie du talk sur les galères qu'on peut rencontrer et comment on peut s'en sortir. Du coup, comme on l'a dit, moi c'est Nordvin. Voilà, j'ai mis mon Twitter si vous voulez voir un petit peu ce que je fais de temps en temps, des trucs techniques. Je prends 2 secondes. Le deuxième lien, le petit symbole, c'est un site qui s'appelle Exercism. Si vous voulez faire du mentoring et des code reviews pour aider des gens à apprendre des nouveaux langages, c'est un site qui est top. Voilà, mon petit GitHub, et on rentre dans le vif. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un micro front-end? Vous avez forcément entendu parler de microservices depuis le temps. Comme il y avait des monolithes avant, l'idée, ça va être en fait de faire la même chose, d'avoir la même approche. Donc de mon monolithe front, qui est le point de contention jusqu'à présent, essayer de le splitter en fait, et d'essayer d'avoir les mêmes avantages et les mêmes inconvénients en fait. Globalement, c'est très très similaire. Du coup, premier avantage, je réduis ma code base. Et comme les microservices, en fait, si je split la code base, je me focalise sur un problème spécifique. Du coup, c'est plus simple, j'ai moins de code à gérer. Bon, ça c'est assez trivial. La complexité est réduite, ça vient avec en fait. On va essayer de se focaliser sur des aspects fonctionnels ou techniques dans Drarka. Un autre petit truc, c'est une autonomie améliorée. Donc autonomie, j'entends autonomie équipe, autonomie cycle de vie. Si j'ai juste une portion de ma page qui est complètement autonome, je peux en faire ce que je veux en fait. En termes de gestion du produit, et en termes de delivery, en termes de déploiement. Du coup, sur l'organisation, on va avoir l'avantage d'avoir très peu. Alors normalement, on essaye de découper par des domaines clairement identifiés. Et du coup, on va avoir l'avantage d'avoir des équipes qui n'ont pas trop besoin de tout le temps se poser des questions ou pas avoir des immenses équipes. Des fois, les équipes, quand elles grossissent vite, elles arrivent à 15, 20, 25 personnes. Donc voilà, ça c'est un autre avantage. Et donc je l'ai dit, cycle de vie propre, on versionne comme on veut, on release comme on veut. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, comme dans les microservices, surtout, moi un aspect que je connais qui est assez contraignant dans les microservices, c'est d'avoir un modèle partagé. Côté front, on va avoir aussi des problèmes de dépendance redondante. Ça peut être du modèle, ça peut être des dépendances NPM, tout simplement. Des libs, si on utilise la même lib, on peut l'inclure dans son bundle plusieurs fois. On va avoir une organisation globale. Donc tout à l'heure, quand je disais l'organisation elle est découplée, c'était au niveau d'une équipe, au sein de l'équipe. Par contre, quand il s'agit de ramener toutes les équipes ensemble, là, il faut réfléchir un petit peu plus parce que le découpage va falloir qu'il soit pertinent. Typiquement, si je découpe mes micro-front-end en faisant plein d'équipes qui font le style de tous les micro-front-end et puis plein d'équipes qui font juste le JS et tout, ça ne va pas trop marcher. Donc ça peut être un désavantage. Un truc qui peut se passer, c'est de la fragmentation de la connaissance. Donc j'ai des gens qui vont en fait être hyper experts sur un domaine et pas trop sur les autres. Donc ça peut être, je sais pas moi, de l'automne d'un côté et de la recherche de l'autre, formulaire de recherche. Mais les deux sont la même page. Et j'ai pas pris ces exemples au hasard. Et du coup, surtout la synchronisation, comment je fais quand j'ai plein de composants dans une page? Comment ils font pour communiquer en fait? Parce que dans la théorie, je me suis beaucoup basé sur un article que j'ai cité 2 fois en source, qui est sur le blog de Martin Fowler. Et en fait, il recommande quand même de ne pas trop faire communiquer les micro-front-end. Le manque de bol, moi j'étais dans une situation en fait où les problèmes surtout c'était la synchronisation. Du coup, comment ça se passe? Très schématiquement, on a les différents micro-front-end, donc là j'ai fait des carrés. Donc c'est des portions de pages, vous pouvez l'imaginer de la manière un peu, je sais pas, si vous voyez un blog, ça peut être le menu à gauche, le contenu au milieu. Et du coup, il y a forcément un tiers d'agrégation. Donc ça peut être un mécanisme dans le navigateur, de quelque forme que ce soit, ou ça peut être un serveur web qui va créer la page à la volée avec tous les scripts, tous les tags qui vont bien. Et puis après, le navigateur, il va tout rassembler. Globalement, voilà, donc en vert, ça va être la partie agrégation. Donc ça, je l'ai piqué du blog de Martin Fowler. Qui résume un peu l'idée, c'est qu'on a chaque micro-front-end qui vont avoir leur cycle de vie propre. Qui vont du coup, alors là, une ligne, en fait, c'est un micro-front-end, c'est aussi une équipe, du coup.
Donc l'idée, c'est de tout avoir indépendant en parallèle. Et au moment de la prod, il va y avoir un moyen pour tout agréger. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des moyens aussi que je n'ai pas cités, qui peut être aussi un build qui agrège le tout. Alors ça peut faire le taf, mais il faut faire attention parce que si on fait ça, eh ben, à la moindre modif, on est obligé de rebuilder toute l'appli, ce qui peut présenter des problèmes en termes d'autonomie notamment pour réaliser. Donc là, c'était rapidement, en gros, la théorie du micro-front-end. Moi, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que dans la vraie vie, on ne choisit pas toujours tous ces paramètres-là, en fait. Les équipes, comment elles interagissent, comment elles s'organisent, qu'est-ce qu'elles gèrent comme bout de code. Voilà. Du coup, moi, je vais vous présenter un contexte qui était, j'en ai pas parlé dans mon abstract, ça, c'est la homepage du site WeSNCF. J'ai bossé 2 ans sur le site WeSNCF. Maintenant, je bosse sur une autre appli. Et moi, je vais bosser là-dessus. Là. Sur ça, c'est un widget qui permet de se connecter. Si vous allez sur le site et vous rentrez vos infos pour vous connecter. Donc, ce truc-là est assez autonome. Il fait des appels et après, il donne des informations à lui, qui est le widget de booking, qui permet en fait, de rentrer ce qu'on veut, départ, destination, horaire, préférence, carte, tout ce qui est truc de réduction éventuelle. Et donc ces 2 widgets-là communiquent, ils ne font pas partie de la page au sens, il n'y a pas de serveur qui va inclure les tags et tout. Et du coup, il y a 3 équipes. Il y a 3 équipes, donc il y a l'équipe dans laquelle j'étais, qui était l'équipe qui était en charge de l'autente et de ce petit widget-là. L'équipe du booking, donc eux, ils bossaient sur comment ça marche le booking, sachant que là, on voit que le booking pour le train, mais en fait, il faut voir qu'il y a 5 onglets, je crois. Je ne sais plus s'il y a encore 5 onglets, mais à l'époque, il y en avait 5. Pour faire aussi du train, je crois, de l'avion, il y a d'autres choses. Du coup, c'est ce widget qui gère ça. Et du coup, le fond, une équipe qui est, en fait, sur le site WeSNCF, l'agrégation des pages, c'est du templating via un CMS. Ce qui est vachement cool pour contribuer, pour les gens qui sont non tech. Et nous, du coup, en tant que tech, on peut récupérer un système de templating où il y a des tags, et puis on dit, moi, je veux que mon contenu, il a, il a. Et pour dire ça, en fait, il faut s'adresser à cette équipe. Du coup, elle centralise les besoins de plein d'autres équipes. En tout, il y a 20 équipes qui bossent sur le site. Là, je limite à 3 la problématique. Du coup, comme j'ai dit, on a un widget de connexion, un widget de booking, du templating. Petite blague, pour des questions d'autonomie très poussées, le widget de connexion, il est ajouté dynamiquement dans la page. Alors, dynamiquement dans le navigateur au runtime. Par un autre script. Un autre script en fait qui permet, donc celui-là il est écrit dans le template HTML et il va charger en fonction d'une version qu'on lui donne via un cookie, une version du livrable et du widget que je vais afficher. Ça permet de faire des tests en prod cachés, entre guillemets, parce qu'il faut connaître la version, voilà, avoir le bon cookie, tout ça. Mais du coup c'est super pratique pour être ultra dynamique et ultra autonome. Mais du coup ça complexifie tout ce qui est chargement de la page, tout ce qui est communication, tout ça. Donc en gros, l'ordre de chargement, on va dire que c'est ça à peu près, c'est que j'ai d'abord mon template HTML qui va se charger, puis après, j'ai pas besoin normalement trop de savoir, je peux charger en parallèle ou dans n'importe quel ordre, mon booking d'un côté, puis tout ce qui concerne le temps de l'autre. Et là, du coup, ça ressemble à des micro-front-end. En fait, je me suis retrouvé dans une situation, avec mon équipe, où en fait, on était dans une page, on avait des évols à faire, et on s'est retrouvé dans un... Mais on cochait quasiment toutes les cases du micro-front-end, donc des équipes autonomes, qui sont pas les mêmes, qui ont chacun un domaine fonctionnel dans leur responsabilité, et on doit les faire communiquer, et on a un mécanisme d'agrégation qui était du templating côté serveur. Et du coup, voilà, on ne contrôle pas forcément la page, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup plus d'équipes que juste nos 2 équipes qui étaient sur les widgets. Et du coup, le template, lui, il évolue constamment. Et ça, ce n'était pas forcément une décision consciente de l'organisation, en fait, c'était un état de fait. Et du coup, là-dedans, on a dû se creuser un peu la tête sur comment je fais pour gérer quand un client se connecte sur le site. Donc le use case, c'est un client se connecte sur le site. Alors en fait, il y a 2 cas de figure qu'il fallait un petit peu regarder. Cas de figure numéro 1, c'est le premier client qui arrive. J'arrive sur le site et je rentre mes informations de connexion. Donc qu'est-ce qui se passe? Je charge la page, donc j'ai tout le contenu qui est chargé. Ensuite, j'interagis avec le widget d'authentification qui est en haut à gauche. J'appuie sur Entrée,
hop, ça permet de donner les informations. Donc, ça va appeler le serveur d'attente, ça va dire coucou, c'est moi, je m'authentifie. Et ensuite, le widget, lui, il envoie les informations au widget du booking. Le booking, il n'a aucune responsabilité de savoir comment ça marche l'authentification. Lui, il s'en fiche. Lui, il reçoit juste des informations pour savoir si le gars il est connecté ou pas. Et puis s'il est connecté, il peut charger les informations de la carte de réduction, de l'âge, des compagnons, tout ça. Et comme ça facilite la recherche. Et ça, c'est le premier use case. Et le deuxième use case, c'est exactement la même chose, sauf que je suis déjà connecté. Et quand je suis déjà connecté, normalement, je fais F5 sur ma page, puis il y a tout qui se charge et il y a tout qui marche. Et du coup, là, l'information du client, donc mes données, mes compagnons, tout ça, elle arrive à peu près en même temps que toute la page qui est en train de se charger. Et en fait, c'est un petit peu problématique parce que dans un cas, je vais avoir le booking qui va attendre tranquillement qu'on lui balance les infos. Et dans le deuxième cas, ça va beaucoup dépendre de l'ordre de chargement. Parce que dans le deuxième cas, je suis connecté, j'ai le widget de connexion qui le sait, qui récupère les infos, qui les balance au booking. Qu'est-ce qui se passe si le booking, il y a un changement d'ordre de chargement dans la page? Il va louper l'événement. Et ça, c'est un vrai problème. Du coup, la synchronisation, c'est vraiment compliqué comme problème. Là, l'idée, c'est de se dire comment on a raisonné pour essayer de s'en sortir. Sachant qu'on ne pouvait pas casser l'orga du jour au lendemain. Voilà, les synchronisations entre équipes, elles étaient possibles, mais voilà, les releases étaient cadrées. On n'avait pas complètement la main. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à disposition pour nous aider et c'est quoi les problèmes que j'ai? Donc du coup, la première question que je me suis posée, c'est qui émet de la donnée et qui est-ce qui reçoit la donnée? C'est le premier truc. Et la deuxième question, c'est comment je vais récupérer cette donnée? Est-ce que je vais faire du push? C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai la donnée, je la balance et puis qui écoute va la récupérer et va en faire quelque chose? Ou est-ce que je fais du pull? C'est moi j'ai besoin de la donnée à un instant T et je vais aller la lire quand j'en ai besoin. Il faut qu'elle soit là, parce que sinon ça ne marche pas. Alors du coup, dans l'idée, il faut bien regarder qui se charge comment. Si l'émetteur se charge en premier, donc là en l'occurrence c'était le widget de l'autente. A priori, lui il se charge en premier, il a ses données, il les stocke quelque part. Donc n'importe qui a besoin d'y accéder peut juste faire un pull. Qu'est-ce qu'on a à disposition dans le monde JS pour faire du pull? Une fonction, ça suffit en fait. Il suffit d'avoir une fonction, un getter, un truc qui wrap la donnée. On l'appelle, on est bon. Et du coup, le récepteur, là, quand il en a besoin, il la récupère. Et le deuxième cas de figure qui est un peu plus compliqué, c'est le récepteur se charge en premier. Donc là, c'est mon booking. Il se charge et il attend des infos en fait. Donc l'émetteur va pusher l'info. On ne sait pas trop quand. On va être sur un système de notification. Du coup, rapidement, moi j'avais regardé, donc on a regardé 3 technos. Quand je dis store Redux, on va penser générique, n'importe quelle technologie qui fait de la notif, au sens large, et sous forme de pattern. Et après, plus spécifiquement en termes de technologie, il y a 2 choses qui étaient très intéressantes. Les custom events, moi c'est un truc que je ne connaissais pas en fait. Ça existe depuis un moment. Je crois qu'à partir de IE9, ça marche, c'est cool. Et en fait, ça permet de faire des events un peu comme on a le clic dans les events navigateurs, machin, sauf que c'est des events qui reposent sur rien de spécial, si ce n'est que le développeur, quand il code, il dit tiens, je balance un event et puis il a telle donnée. Et on peut poser un listener comme on poserait un listener sur du clic. Et ça permet de la récupérer. Et Rx, c'est la programmation réactive qui à base d'observables. Je ne sais pas si tout le monde connaît Rx ici. Ouais, je vois des têtes, oui, non. Ouais. J'ai un petit exemple après. Donc voilà, qui permet en fait de faire aussi de la synchro, mais c'est vraiment une lib, donc qui est très très standardisée. Donc ça c'est chouette. Donc ça c'est intéressant. J'ai un petit truc à dire en plus, c'est que dans ce cadre de figure-là, c'est le récepteur qui a la charge de fournir le store ou l'observable si c'est du Rx ou de poser le listener d'événements en fait. Et ça c'est très important parce qu'il y a un troisième cas de figure qui est que je ne sais pas en fait qui c'est qui se charge en premier. Et nous on était dans ce cas-là. Donc après on a réussi en fait à poser les choses et à faire que ça bouge pas trop et à synchroniser. Mais du coup pendant un bon moment on était dans un cas où on ne savait pas.
Et le seul truc que j'ai trouvé qui est à peu près pas mal, c'est les replay subject de RX. Mais le gros problème, c'est que ça veut dire que dans ma page, je suis capable de mettre un script qui dit RX, tu te charges en premier, et de manière synchrone. Parce que si c'est asynchrone, il faut vraiment être sûr que de manière asynchrone, ça va se charger quand même avant les dépendances qui vont l'utiliser. Donc, parce que ça va être le tiers de partage en fait. Donc bon, c'est la petite condition. Mais sinon, c'est super cool. Custom Event, j'ai mis un petit exemple de code, comme je ne sais pas si tout le monde connaissait. Tout simplement, c'est complètement libre. La seule chose qui est dans la spec, c'est le nom du constructeur. Et ça s'appelle Custom Event. On lui passe un petit nom. Et la deuxième chose qui est dans la spec, c'est la propriété Details, qui va être en fait celle qu'on va pouvoir lire, que le navigateur comprend comme étant le détail du truc. Et après, on met un JSON, on met ce qu'on veut. Voilà. Et pour écouter, c'est exactement comme pour un clic en fait. On fait un add event listener, on met le nom de l'event et on est bon. Et là, c'est le fameux dispatch, c'est le fameux truc que le fait le navigateur pour nous quand c'est des events natifs. Quand c'est du click, quand c'est du will, machin, c'est pas nous qui le faisons. Et là, dès qu'on exécute cette fonction-là, donc le dispatch, ça balance ça dans le DOM, et puis n'importe qui a posé un event va pouvoir l'écouter. Il y a un petit inconvénient à cette technique. Bon, il y a un avantage qui est clair, c'est qu'en fait, depuis le début, je parle de tiers de partage. Là, le tiers de partage qui est à charger avant le reste, c'est le navigateur. Et ça, c'est super cool parce que le navigateur, il est forcément là puisqu'on est en train de surfer sur un site web. Ce qui fait que on n'a jamais besoin de se poser la question quand est-ce que je fais mon add event listener parce que lui, il sera toujours dispo. Et ça, c'est vraiment cool. Le problème, c'est que comme tous les events, on peut faire des stop propagation. Ça se balade dans tout le DOM, donc le premier élément qui va attraper l'événement, il fait un stop propagation, ça s'arrête. Et le copain d'après, s'il avait posé un listener, ça ne marchera plus. Ça peut être problématique. Petit focus aussi sur le replay subject. Donc, c'est clairement pas intuitif pour les gens qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de diagramme. Je peux peut-être expliquer un petit peu. C'est des marble diagrammes, je crois. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, donc RX, c'est une lib qui permet de gérer des événements. Donc, c'est les billes. Les billes, c'est les événements. Dans le temps. Pouf, j'émets des événements. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'observable, parce qu'on peut observer le truc qui émet les événements. Et quand l'observable, en fait, il est multicast, et globalement, il est multicast, on appelle ça un subject, mais en fait, c'est un observable. L'idée, en fait, c'est un objet qui va émettre des événements. Et de l'autre côté, ici, dans le subscribe, ça, c'est les gens qui écoutent. Donc, on va dire que là, il y a deux scripts qui écoutent. Donc, ça émet des événements. Et le gros avantage du replay subject, c'est qu'à chaque fois que je vais me souscrire à ce subject, le subject il va réémettre les événements que le subscriber aurait loupés. Et ça résout partiellement mon problème de j'ai mon récepteur qui se charge dans ma page, sauf qu'il s'est chargé après l'émission des événements. Sur mon exemple de tout à l'heure, si j'ai mon widget d'attente qui se charge en premier et qui dit « Coucou, mon gars est connecté », mais qu'il n'y avait pas de booking dans la page, s'il est passé par un replay subject, cet événement-là, il sera réémis quand le booking sera chargé et va s'abonner au truc. Donc ça, c'est vraiment super cool. Parce que du coup, en termes de code, ça donne ça. Donc là, c'est un exemple hyper simple. En gros, il suffit d'instancier son replay subject, de dire en paramètre quelle est la taille du buffer d'événement que je vais garder. Et puis ensuite, on souscrit un peu n'importe quand. Et puis, les subscribers vont pouvoir lire les événements. Ça donne la sortie en fait à droite. Donc on voit que les subscribers reçoivent les événements dans l'ordre dans lesquels ils sont émis, sauf pour la fin, où ça va dépendre du moment auquel on a souscrit. Assez simple. Donc avec cette petite aventure, j'ai essayé de me dire, bon, la prochaine fois, si je dois faire un widget dans une page que je ne maîtrise pas trop, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me retrouver dans la même situation ? J'initialise mon widget indépendamment du reste de ma page. Un truc qui aurait été cool là dans mon exemple, c'est que les deux widgets soient capables d'identifier si l'utilisateur il est connecté ou pas. Parce que si le booking il avait été capable d'appeler un back pour savoir, enfin avec un cookie ou autre, pour savoir si le gars il était authentifié, il aurait pu récupérer les données tout seul
il n'y aurait pas besoin de faire connecter les 2 widgets pour le use case où le gars, en fait, il est déjà connecté, puis j'affiche ma page. Ça aurait évité pas mal de soucis. On peut aussi utiliser des valeurs par défaut, hein, parce que là, c'est un cas où on ne peut pas inventer les valeurs, mais des valeurs par défaut, ça marche très bien. Du coup, il faut identifier son tiers de communication. Parce que j'ai utilisé ce mot beaucoup trop de fois dans la conf. Mais en gros, voilà, il faut se dire par quel moyen je vais partager en fait la donnée. Dès que le tiers de communication il est lié à un ou à émetteur ou récepteur, il va y avoir des problèmes, ou alors il faut vraiment graver dans le marbre l'ordre dans lequel on va charger les éléments. Et ça, c'est très important. Du coup, c'est ça, il faut vraiment faire attention. Et du coup, une conséquence, alors ça, c'était déjà le cas, c'était assez dingue. Sur la homepage du site, en fait, donc un truc, c'est de mutualiser les appels aux mêmes ressources, parce que si demain je dis, bah, mon booking, maintenant, il est capable de savoir si le gars, il est connecté ou pas, et mon widget d'attente aussi, je vais faire 2 fois les mêmes requêtes au même backend avec les mêmes informations récupérées, ce qui est un peu dommage. Du coup, ça peut être intéressant. Enfin, quand il n'y a que 2 widgets, ça peut le faire. Quand il y en a 3, 4, 5, 6, si on est sur une vraie archi micro-front-end, ça peut vite être la galère. Et du coup, on mutualise tout avec un système de cache. Il y a plein de solutions possibles. Et de manière assez dingue, on avait déjà ça en fait. Les gars qui avaient bossé sur la première version du widget, y avaient déjà pensé. Donc ça, c'était vraiment super cool. Pour aller plus loin, allez voir cet article de Martin Fowler. Bon, son blog, il n'est plus à présenter, c'est une mine d'or. Et en fait, l'article est super cool parce que non seulement il va parler un peu de ce que j'ai parlé en termes de problématiques, en termes de solutions possibles, et il va beaucoup plus loin sur des solutions dont je n'ai pas parlé ici. On peut utiliser des trucs comme des iframes, un truc qui fait peur. Je crois que le lecteur web de Spotify, si je ne me trompe pas, à une époque, il y avait des... En fait, c'était 4 morceaux, c'était 4 iframes. Donc voilà, c'est vraiment super. Il y a des schémas complémentaires aussi. C'est tout pour moi. J'espère que c'était clair.